Bonsoir à tous et bienvenue sur Sport 365. On est très heureux de vous retrouver en ce jeudi 3 mars. On a encore une magnifique émission à vous proposer avec, pour commencer, un plateau de rêve, il faut bien le dire. Le très élégant et toujours pertinent Grégory Massard est parmi nous. Bonsoir à tous. Bonsoir Grégory. Le rêve, il est plutôt là-bas. Oh. Notre spécialiste tennis, l'intarissable et incomparable, Benoît Mélin. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Et enfin, notre invité, c'est Alexis Grandblatt, qui est vice-président du Tennis Club de Paris, mais également et surtout peut-être candidat à la présidence de la Fédération française de tennis. Rien que ça, bonsoir et bienvenue Alexis. Bonsoir, merci de m'accueillir. Je me place un peu quand même, on ne sait jamais. D'ailleurs, pourquoi vous n'êtes pas candidat, vous, Benoît? Pas tout de suite? Vous seriez un petit peu le Coluche de 80, vous voyez? Oh, mais je suis encore trop jeune, toi. Bon, peut-être dans l'entourage d'Alexis. Faut voir. Faut voir. On est peut-être en train de créer des vocations. Il se rapproche, effectivement, il a peut-être raison. Alexis qui est également avocat par ailleurs. Absolument. Donc on arrive à être vice-président du Tennis Club de Paris, avocat et candidat à la FFT. Et membre du bureau de la Ligue de Paris. Et membre du bureau de la Ligue de Paris. Oh, oui. Oui, c'est pas mal. Bon, c'est un petit cumul, ça, par rapport à d'autres. On ne sait rien du tout, ça. On commence doucement, Benoît, s'il vous plaît. Vous l'avez compris, on va parler tennis aujourd'hui, la preuve avec le sommaire du jour. Une grosse page tennis donc avec les élections à la FFT et le tirage au sort du France-Canada de Coupe Davis qui vient d'avoir lieu en Guadeloupe. La Guadeloupe où nous retrouvons d'ailleurs notre envoyé spécial Maxime Gras. Du football également au programme avec la présentation du match du soir. En Coupe de France, Granville, club de CFA2 accueille un Olympique de Marseille toujours aussi imprévisible. Bref, ça sent le vrai match de coupe, enfin du rugby en fin d'émission avec, et c'est tout chaud, la liste des 31 pour affronter l'Écosse dans 10 jours et une présentation de la 17e journée de Top 14, tout cela en compagnie de Jeff Paturo et de Marc Duzan. L'anniversaire du jour, Alexis, tous les soirs, on célèbre l'anniversaire d'une personnalité du monde du sport avec quelques questions, quelques indices pour tenter de découvrir C'est super dur. cet anniversaire. C'est souvent très dur, c'est souvent tordu, mais ça nous permet de passer un bon moment. Musique. L'anniversaire du jour est l'anniversaire d'un homme. Premier indice, de Tokyo à Bagdad en passant par l'Inde. Tokyo, Bagdad, l'Inde. Joueur de foot. Le deuxième indice, idole des Rubro Negro. Ah, Greg Massard, il a quelque chose, non? Je crois que j'ai. Mais j'attends parce qu'on n'a pas le droit de se tromper. Ouais. Toute Donc erreur je est vais... éliminatoire. Ouais, donc je vais attendre le troisième indice. Troisième indice, il a eu 2 chances contre Michel Platini. Il a eu deux chances. En 86. Peut-être, ou pas. Attention, toute sortie est éliminatoire, hein. Toute erreur est éliminatoire. Alors Greg, allez. Je pense que c'est Zico, non? Avec Bravo, ses bravo, deux effectivement, pénaltys. c'est Zico, puisque le quatrième indice, c'était la réponse quasiment, le pelé blanc. Effectivement, le pelé blanc. Alors, premier indice de Tokyo à Bagdad en passant par l'Inde, parce qu'il a joué dans des clubs assez Au incroyables. Japon, notamment. Au Japon, effectivement. Joueur à Flamengo, c'est donc l'idole des Rubro Negro, le surnom de Flamengo. Attends, Zico, il a joué en Inde? Ouais, sur la fin de sa carrière. Ouais. Il est même Avant Il a qu'il reste. entraîné, Avant pardon. qu'il reste. Il a entraîné en Inde, puisqu'il a eu un parcours d'entraîneur assez incroyable également. Kashima, donc au Japon, la sélection du Japon, Fenerbahçe, CSKA Moscou, l'Olympiakos. Il a entraîné en Irak également et au FC Goa. Voilà pour l'Inde. Mais j'aimais pas Zico. Ah bon? Pourquoi? Non, j'étais pas Zico. Comment ça? Non, Les j'étais coups pas francs, Zico. le quart Non, opposé. j'étais pas Zico. Ouais, Ouais, en même temps, j'étais il nous a bien rendu service en 86. Hein. Quand il rate son J'étais penalty, là. moi, j'étais Kevin Keegan. Donc moi. les 2 pénaltys, donc le troisième indice, c'était il a eu 2 chances contre Michel Platini. Il a échoué 2 fois face à... Ouais. C'est qui? Eh oui, Joël Batz. Mais je crois qu'il le marque dans la Bien séance. joué, Hein. Il le rate pendant il le loupe match. pas. Non, il loupe les 2. Ah, il loupe les deux? Il loupe les 2. Il en loupe un sur le poteau, je crois, et l'autre est sorti par Ah, Joël Batz. j'avais On deux. avait la culture de Greg, c'est pour ça. Non, mais à un moment, J'avais j'avais 2 ans. J'avais 2 ans. J'en profite pour souhaiter merci. bon anniversaire à mon Merci. fils Maxime qui Il a marque 6 bien ans pendant aujourd'hui Ah aussi. ouais, voilà. Ah, Bah, Maxime aussi, mais ça, c'est si beau, j'avais ça. su, j'aurais fait les 4 voilà. indices sur Maxime. Oh, l'accueil. C'est pas mal quand même. Ouais. On souhaite un joyeux anniversaire 6 ans. effectivement à Maxime. C'est beau. C'est beau, Maxime. Attention. Il joue au tennis, Maxime? Oui, absolument. Au TCP, Au TCP. évidemment. Attention, Benoît, fais pas trop confiance à David parce que j'avais raison. Non, non, il loupe les 2. Non. Si, il loupe les 2. On regarde Allez, la on vidéo va pendant pas la faire pause. dans les yeux, hein. Allez, Allez, effectivement. tennis. Donc, juste pour vous préciser qu'il y a un livre à gagner aujourd'hui, Les gueules du rugby, avec une question à laquelle vous répondez sur le compte Twitter de l'émission @access365. La question est simple. Combien de Coupes du Monde Zico a-t-il gagné avec le Brésil? Vous répondez sur votre Twitter si vous voulez. Je ne connais pas la réponse, en revanche, je connais le bouquin. Il est absolument énorme. Magnifique. Des D'ailleurs, je l'ai pas photos là, quand je vous ai que j'ai pas là. extraordinaires Je de le gueule montrerai de tout à l'heure. rugby, Ouais. sublime. Et on recevra d'ailleurs l'un des auteurs de ce livre, non pas Éric Blanc,
À qui? Patrick Roger. Patrick Roger, voilà. Ouais, exactement. mais c'est toute la bande, ça, Oui, c'est c'est toute la bon, bande. c'est bon. Patrick Roger sera avec nous demain à partir de 18h en compagnie de Bruno Roger Petit dans hashtag BRP. Allez, on y va, on parle enfin tennis. Go! Nous allons parler donc en compagnie d'Alexis de ces élections à la présidence de la FFT. C'est prévu pour février prochain, c'est bien ça, février 2017. Donc, absolument. en gros, on a une année devant nous. On rappelle que Jean Gachassin est président, lui, depuis 2009. Tête de la FFT, et qu'il ne briguera pas, ça on le sait depuis quelques mois maintenant, un troisième mandat donc en 2017. Alors, peut-être pas forcément le moment, mais on va profiter de votre présence quand même pour dresser un bilan de cette 7 années de mandat de Jean Gachassin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces 7 années-là? Malheureusement, alors, une bonne nouvelle cette année, c'est qu'il y a quand même eu un titre de Grand Chelem chez les femmes, il ne faut pas l'occulter, titre de Marion Bartoli. Je dirais que c'est le seul grand titre gagné pendant ces 7 années. Donc en termes de, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. En termes de haut niveau, vu les objectifs que la Fédération française doit se fixer, vu les moyens qu'on consacre, c'est pas suffisant. Surtout C'est que certain. Marion Bartoli sur la filière fédé. Bien sûr, c'est pas du tout la filière fédérale, mais c'est quand même bon, voilà. C'est la France. C'est la France. Bon, oui. Malheureusement, On a envie de sur compter là-dessus ces aussi, 7 années, pas de victoire en Coupe Davis, 2 finales. Belgrade 2010, Lille 2014. Malheureusement, défaite en finale à chaque fois, mais bon, 2 finales, mais vu la génération qu'on a, c'est pas suffisant. On a en Fed Cup, on a eu aussi beaucoup de mal. Bon, grâce à Amélie Mauresmo, on est remonté. Et là, j'espère que cette année, j'espère qu'on va gagner et en Fed Cup et en Coupe Davis, qui couronnerait, je dirais, les 2 mandats de Jean Gachassin. Et tant mieux. Mais si on fait le bilan à aujourd'hui, en termes de résultats sportifs, c'est pas exceptionnel. Si on Et ça, il en est responsable quelque part, selon vous? C'est-à-dire, par exemple, si je prends les 2 échecs en finale de Coupe Davis, est-ce qu'on peut dire, bah oui, quelque part, le président est responsable? Quand on est président, on a forcément une responsabilité. Je veux dire, il n'est pas le seul responsable, évidemment, mais on a une responsabilité puisqu'on est à la tête de la fédération. On nomme les gens qui sont en place, les gens qui font marcher ces équipes, les gens qui entraînent les joueurs, etc. Oui, on a une responsabilité. Je ne vais pas dire que c'est sa responsabilité à 100% parce que ça fait 30 ans aujourd'hui, chez les hommes, 35 ans qu'on n'a pas gagné un titre du Grand Chelem. On a eu la chance chez les femmes d'avoir des championnes exceptionnelles, mais bon, c'est la réalité. Chez les femmes, on a eu effectivement la chance d'avoir Amélie Mauresmo, d'avoir dans le passé Marie Pierce également, Marion, mais bon, chez les hommes, le constat est dur. Donc ce n'est pas uniquement la faute de Jean Gachassin, bien évidemment. Moi, je pense qu'il y a une grande réflexion à mener sur le haut niveau en France. C'est un des points de mon programme, c'est redéfinition de la politique de haut niveau, redéfinition des objectifs. Et évidemment, quand on voit les moyens consacrés par la Fédération française de tennis par rapport à d'autres fédérations qui ont moins de moyens mais de meilleurs résultats, il y a réellement des questions à se poser. Effectivement, il y a pas mal de questions à se poser. Je vais en poser une, ceci dit, à Benoît. Même question d'ailleurs. Ce bilan de Jean Gachassin, est-ce qu'il est bon ou pas? Ah non. Non, bah, bien sûr que non, il n'est pas bon, mais il le sait lui-même. Hein. Ah oui. C'est pour ça qu'il fait tout pour essayer de sortir par la grande porte avec potentiellement une Coupe Davis à la fin de la saison. Mais non, on ne peut pas dire que ce soit bon, c'est impossible, comme l'a dit Monsieur Grandblat, s'il vous plaît. Il n'y a pas de titre en Grand Chelem. Si Bartoli, mais enfin bon, je le mets vraiment entre parenthèses par rapport à la filière fédé. Il y a les travaux de Roland Garros, c'est une catastrophe sans nom. Il y a des histoires qui sortent à droite et à gauche qui ne font que rajouter encore au malaise ambiant sur les fameux élus qui sont loin de la transparence qu'on voudrait avoir. Enfin bon, dans l'absolu, si on met une note sur 20, je ne sais pas si on a la moyenne. Hein. Oui. On n'a pas parlé d'une chose extrêmement importante, c'est l'érosion continue du nombre de licenciés. On a combien là aujourd'hui? Aujourd'hui, on doit être autour du million, million 100, mais bon, on a perdu des licenciés sous son mandat. Et ça, c'est inquiétant pour le tennis aussi. Ça reste, ceci dit, le deuxième sport avec le plus grand nombre de licenciés, évidemment, derrière le football qui en compte près du double. Une petite infographie, tiens, pour vous présenter, ceci dit, les candidats déclarés pour l'instant. On peut encore se présenter, n'est-ce pas, Benoît? 6 février 2017. Voilà. Alors, on a un proche, justement, du président Jean Gachassin,
Bernard Dudicelli, 57 ans, secrétaire général de la FFT, et qui est par ailleurs président du comité de la Coupe Davis. L'un des autres candidats déclarés, c'est Jean-Pierre Dartevel, 66 ans. Il est lui membre également de la Fédération française de tennis. C'est un poste très important, hein, Benoît, puisqu'il est vice-président. Donc là, clairement, on reste quand même avec des gens issus du sérail de la Fédération française de tennis. Ah bah là, t'es dans le club. Et puis donc, on a Alexis qui a cet avantage peut-être, Alexis, d'avoir une image un petit peu neuve et de ne pas venir de ce sérail-là. Hein. C'est un atout et peut-être également un inconvénient en termes de campagne, j'imagine. Bien sûr que c'est un inconvénient de ne pas faire partie de ce club des présidents de ligue. En revanche, je réfute complètement le fait que je ne fasse pas partie du sérail du tennis. Là, je voulais bien du sérail de la FFT. Hein. Bien sûr, mais parce que... moi, à titre personnel, j'ai été joueur, jeune espoir régional. Bon niveau j'ai été classé 3-6 au mieux. J'étais l'année dernière, bon, c'est pas exceptionnel, mais je crois que j'ai un peu plus joué au tennis que mes concurrents. Oh là 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 parce qu'ils n'ont pas joué du tout. C'est pas beau. Je crois 15-4 au mieux pour Jean-Pierre Dartevel, si je ne me trompe pas. Bon, 15-4, c'est pas déshonorant. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense avoir une meilleure connaissance je dirais, du parcours d'un jeune joueur qui s'est entraîné à la Ligue, qui a joué en équipe pour son club, qui a joué en équipe pour sa fac, qui a été capitaine d'équipe. Bon, voilà, j'ai un parcours, je crois, dans le tennis, proche du terrain, qui est autre que celui de mes opposants. Donc, on ne peut pas me dire qu'aujourd'hui, je ne viens pas du monde du tennis. Par ailleurs, je suis dirigeant d'un club, je suis dirigeant de la Ligue de Paris. En tant qu'avocat, il m'arrive assez souvent de m'occuper des problèmes des joueurs de tennis. Voilà, je suis assez proche du terrain, donc je n'estime pas ne pas venir du monde du tennis. Ce n'est pas comme si j'étais un ovni dans le monde du tennis. Effectivement, je ne fais pas partie du club fermé des présidents de ligue, mais je pense que c'est un club qui est appelé à s'ouvrir, qui devrait s'ouvrir, et que le président de la fédération ne doit pas forcément venir de ce monde des présidents de ligue. Président de la fédération française de tennis. C'est une habitude par ailleurs dans oui, c'est une habitude, mais je crois que justement c'est un des problèmes. Aujourd'hui, le président de la fédération a tendance à être le président des présidents de ligue. Or, le président de la Fédération française de tennis, pour moi, ça doit être le président de tous les licenciés, ça doit être le président des clubs. Il ne faut jamais oublier que le tennis, il se pratique avant tout dans les clubs. Les ligues, les comités départementaux sont des organes qui ont été créés pour administrer la compétition dans les régions, dans les départements. Mais le tennis, le vrai tennis, il se joue dans les clubs. On avait abordé tout à l'heure un peu Roland Garros, Benoît l'avait fait. Est-ce que vous avez dans votre programme une solution pour sortir ce projet de l'impasse qui semble absolument incroyable? La solution, je ne l'ai pas, j'ai pas de baguette magique, si je puis dire. Et puis, n'étant pas dans le système, aujourd'hui, moi, je n'ai pas tous les éléments du dossier. Mais je pense que les obstacles, aujourd'hui, sont essentiellement des obstacles juridiques. Je dis simplement qu'étant avocat, je pense que j'ai plus vocation que mes concurrents à comprendre quels sont les obstacles, à travailler avec les avocats de la fédération pour essayer de lever ces obstacles le plus rapidement possible. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des obstacles internes à la fédération? On sait que c'est une fédération avec un système, on va dire, fédéral très sclérosé, très tenu. Est-ce que la réforme, elle passe pas aussi par là, essayer de réformer en interne? C'est un problème politique également, quelque part. Cette fédération... Politique au sens large, d'ailleurs. L'extension de Roland Garros non, tout le monde est derrière le même projet. Il n'y a pas des luttes internes de la fédération? Je ne crois pas. Je crois pas. Sur le dossier Roland Garros, je dirais que c'est peut-être un des rares dossiers où il y a une vraie unité du monde fédéral, de tout le monde. Parce que tout le monde sait que c'est essentiel aujourd'hui de moderniser Roland Garros, de l'agrandir, parce que nos concurrents, les autres tournois du Grand Chelem, sont aujourd'hui loin devant et vont être encore plus loin devant dans les prochaines années. Et il y a un vrai risque aujourd'hui qui pèse sur le tournoi de Roland Garros. D'une part, je vous l'ai dit, par rapport aux autres tournois du Grand Chelem, mais par rapport à des tournois, notamment en Asie, qui tapent à la porte, qui commencent à avoir des infrastructures incroyables. Key Biscayne, Indian Wells aussi, où il y a des superbes infrastructures. Aujourd'hui, il y a un vrai risque de déclassement de ce tournoi. On avait parlé de l'Espagne également. Oui, de Madrid, qui candidatait. Il y a Madrid, Shanghai. Je veux dire, aujourd'hui, c'est absolument essentiel pour le tournoi et donc pour le tennis français que ce dossier sorte de l'impasse. Et ça, je crois quand même que tout le monde en a conscience. Et il y a une vraie unité derrière ce projet Roland Garros.
Et évidemment, c'est l'un des chantiers du tennis français. Benoît, on a préparé quelques-uns de ces chantiers. On a résumé ces chantiers du tennis français dans une petite infographie que voici. Donc effectivement, l'agrandissement de Roland-Garros est un chantier extrêmement médiatique, j'ai envie de dire. C'est peut-être là-dessus que c'est sans doute l'un des points qui est le plus souvent évoqué lorsqu'on parle du tennis français. Oui, l'agrandissement et la modernisation. Effectivement, L'agrandissement, on ne va pas pouvoir s'agrandir non plus beaucoup. On sait qu'il y a l'extension sur il le cerf d'Auteuil. On réussit à récupérer des petites parties. Mais Qui est d'ailleurs, surtout la également, je le disais, quand modernisation je parlais moi d'un problème politique, j'entendais également politique au sens plus large, c'est-à-dire avec les élus, puisqu'on sait bien qu'il y a quand même un problème. d'accord. Oui. Ah oui, non, mais là... Et ça, oui, mais c'est quand même une partie importante, j'ai l'impression, du problème, non, Alexis? Oui, je crois que c'est une partie importante. La fédération avait quand même réussi à obtenir les soutiens du gouvernement, de la ville de Paris, etc. Donc, je crois que le travail a été fait du côté politique, même s'il y a pu avoir, même au sein du gouvernement, des désaccords entre certains ministres, etc. Mais du point de vue politique, je crois que le travail a été fait. Aujourd'hui, les désaccords, c'est quand même essentiellement avec les riverains, avec la famille Formigé, donc des serfs de Formigé. Voilà les désaccords, et c'est des accords d'ordre juridique aujourd'hui. D'accord. Bon, donc on peut Tout en espérer. sachant que tant que Ségolène Royal ne met pas le tampon sur le papier, ça ne pourra pas être fait. Bon. Et on rappelle qu'il y a des élections dans un an. Même si François Hollande ou Manuel Valls lui disent t'es bien gentil, comme ils le font depuis plusieurs mois maintenant, en lui disant écoute, il va falloir que tu te calmes un petit peu et que tu laisses faire l'histoire. Oui, mais on sait qu'on lui dit pas forcément, elle ne fait pas forcément ce qu'on lui dit de faire. Non, c'est assez compliqué. Déjà en interne. Ouais. On continue donc avec les chantiers, Benoît, du tennis français. On en a évoqué quelques-uns. Quels sont, Benoît, ceux qui vous paraissent un petit peu prioritaires ou le sont-ils tous d'ailleurs? Je pense, c'est préparer très très vite l'avenir. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'on vit une période dorée avec nos Donc c'est un petit peu celui-là, là, l'éclosion des jeunes également qui l'éclosion des jeunes, oui, bien sûr, mais même les jeunes, déjà, c'est déjà... Non, mais les jeunes, ça peut être les très jeunes, même, peut-être. En gros, c'est faire des bébés, c'est ça. Mais en gros, ce qu'on veut dire, c'est que la relève n'arrive pas, quoi. Tout ça est toujours pareil. C'est-à-dire, si vous avez un joueur comme Yannick Noah qui gagne Roland-Garros, vous avez une locomotive énorme et derrière, le train est rempli à ras-bord. Ça déborde. Là, il est rempli à ras-bord, sauf que derrière, pendant 35 ans, on ne gagne rien. Attention, on n'oublie pas qu'il n'y en a pas beaucoup qui gagnent des tournois Grand Chelem chez les mecs depuis pas mal de temps maintenant. C'est toujours un peu les mêmes. Oui, mais bon, c'est pas le cas depuis 35 ans. Toujours est-il que les 4 joueurs qu'on a et qu'on s'amuse à fracasser dans tous les sens parce qu'on voudrait tellement qu'ils gagnent tout, on ne se rend pas compte que quand ils vont arrêter, derrière c'est le désert. Donc, qui va parler du tennis français? Qui va parler du tennis en France? C'est là qu'on va se poser la question. Parce que même si on a encore des jeunes filles qui jouent bien au tennis, avec Caroline Garcia, Kim Mladenovic et tout ça, là aussi, on n'est pas sur des joueuses qui potentiellement peuvent gagner des tournois Grand Chelem. Donc à un moment ou un autre, il va falloir trouver la pépite qui va faire en sorte que derrière, les jeunes vont venir jouer au tennis. Et c'est pas du tout ce qui est en train de se dessiner. Alexis, cette pépite, elle n'est pas au TCP? Peut-être. Il y en a beaucoup des pépites, attention. Non, peut-être, mais il y en a beaucoup. Oui, mais il faut les faire grandir. Et on sait que ça a souvent été l'un des problèmes du tennis français, d'ailleurs. Oui, Oui, mais, non, mais Benoît, combien de titres de champion du monde junior, combien de titres à l'Orange Bowl, etc. Beaucoup. Non, c'est vrai qu'il y a, à mon avis, un vrai problème de transition entre le monde des juniors, le monde des cadets, au monde professionnel. Ça a souvent été pas géré de manière idéale pour les joueurs français. C'est une piste de réflexion, c'est certain. Moi, si je reprends vos grands thèmes là, qui étaient affichés tout à l'heure, je dirais l'éclosion des jeunes, évidemment, c'est une priorité. J'ai envie de le mixer avec l'éclosion des jeunes filles. Quand on pense qu'il n'y avait même pas une joueuse dans le tableau junior de l'Australian Open cette année. Enfin, je veux dire, quand on voit, encore une fois, les moyens consacrés par la fédération à l'entraînement des jeunes filles, c'est simplement pas admissible. Après, moi, il y a un thème qui me tient évidemment beaucoup à cœur. C'est le dernier. C'est le dernier. Mais oui, bien sûr. Mais ça me tient à cœur à moi, mais surtout, moi, ce que je constate, c'est que ça tient à cœur aux licenciés, au club, parce que depuis que j'ai déclaré ma candidature et que j'ai fait de ce point un point fort de mon programme, j'ai un nombre de messages incroyables des licenciés et des clubs. Vous avez des soutiens de quel type Aujourd'hui, j'ai des soutiens, c'est simple, j'ai des soutiens de la part des licenciés, j'ai des soutiens de la part des clubs, j'ai des soutiens de la part de vos confrères, des journalistes. Des joueurs pros aussi. J'ai des soutiens de la part des joueurs et j'ai des soutiens de la part de membres de comités départementaux qui me disent « Mais Alexis, t'as raison, il y en a marre. Il y en a marre que ces instances soient gérées de manière complètement opaque, qu'on découvre après qu'il y a eu des ventes de billets faites par des ligues à des agences d'hospitalité, etc. Et que du coup, nos licenciés, on n'ait pas pu aller à Roland-Garros à cause de ça, que nos dirigeants aient eu ces pratiques. Je veux dire, c'est un peu gênant. La fédération, elle est là pour faire la promotion du tennis.
Et plutôt que de vendre les billets de façon à ce que ça redescende chez les licenciés, nos dirigeants aujourd'hui, les dirigeants qui sont en place, pendant des années, en tant que président de ligue, ils ont vendu ces billets à des agences d'hospitalité et ils les ont vendus 3 ou 4 fois le prix. Jean-Pierre Chassaing ne disait pas à prix coûtant? J'avais lu ça. Écoutez, je serais curieux de... Non, mais je vous dis ce qu'il disait. Mais le problème, c'est parce qu'il faut voir quand même l'archaïsme du système fédéral de la fédération. Est-ce que le problème, finalement, pour votre candidature, il n'est pas en amont? C'est-à-dire que, est-ce que la réforme, elle ne devrait pas être faite avant cette élection pour vous ouvrir les portes de la présidence? Est-ce que le système en lui-même de cette FFT vous donne finalement peu de chances de réussir? Ou est-ce que vous croyez vraiment que vous arriverez à battre ces barrières et cet archaïsme d'une fédération quand même qui est tenue de main de maître par les fédérations et les ligues? Si je m'engage aujourd'hui, c'est parce que je pense que j'ai une chance de gagner. Alors évidemment, j'ai moins de chances de gagner que si on avait une élection au suffrage universel des licenciés ou plus simplement au suffrage des clubs. Et ça, c'est faisable. Qui vote aujourd'hui? Il faut le préciser. Aujourd'hui, ce sont les présidents des ligues, présidents des comités départementaux et je dirais, secrétaires généraux et trésoriers des ligues. Donc évidemment, c'est plus compliqué que s'il fallait convaincre tous les clubs, parce qu'aujourd'hui, souvent ces dirigeants, ça fait bien longtemps qu'ils ne vont plus dans les clubs. Et qui ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans les clubs, puisqu'ils s'intéressent d'abord à ce qui se passe dans leur ligue, mais au sens large, mais ce qui se passe réellement sur le terrain dans les clubs, ce dont ont envie les membres des clubs, ce qu'il faut faire pour relancer le tennis, ça, ils ne s'y intéressent pas beaucoup. Donc pour vous répondre, oui, c'est compliqué, mais non, ce n'est pas infaisable. Moi, je crois que j'ai la capacité à convaincre ces dirigeants de ligue, ces dirigeants de comités départementaux, que je propose un projet nouveau, qui potentiellement peut faire beaucoup de bien au tennis français. Et vous êtes prêt à reposer votre candidature pour les prochaines élections, à maintenir ce combat sur le long terme? Mais pourquoi vous voulez que je pose ma candidature aux prochaines élections alors que je vais gagner celle-là? Très bien. Évidemment, oui. Et toujours est-il que, de toute façon, comme tu l'as souligné, Greg, à partir du moment où tu as des textes de loi, entre guillemets, qui ne permettent pas à des personnes extérieures, là encore une fois, entre guillemets, de la fédération, enfin du cercle très fermé de la fédération, d'avoir véritablement une chance d'être élu, c'est quasiment impossible. Et ces textes de loi, tu ne les changeras pas là, avant l'élection de 2017, c'est impossible. En revanche, si une personne comme M. Gambla arrive à ce poste-là, eh ben, c'est peut-être une des premières choses qu'on attendrait, c'est que tout d'un coup, on change un petit peu tous ces modes d'élection ou de désignation pour que, effectivement, ce soit autre chose que des présidents de ligue qui donnent leur avis. Je vais vous dire juste un exemple très simple, un exemple qui est assez proche du tennis, au golf. Ce sont les 1200 clubs de golf partout en France qui élisent le président de la fédération. Au tennis, on me dit... Il y a combien de clubs de tennis en France? En gros, il y en a 8000. À quelque chose près. C'est pas quelque chose d'insurmontable à l'heure d'Internet. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui est faisable. Quand on a le budget de la Fédé en plus. Pardon? Quand on a le budget de la Fédération française de tennis. Non, c'est tout à fait gérable. Les clubs pourraient voter par Internet pour le président. Il n'y aurait aucune difficulté à cela. Le problème, c'est que c'est vous qui gagnerez, donc ils ne sont peut-être pas d'accord là-haut. Mais je ne dis pas que ça va changer avant l'élection. Toute proportion gardée, ce que vous me racontez là, ce que vous me décrivez là, ça me rappelle un petit peu la FIFA. C'est une sous-FIFA. En plus petit. Ah oui, c'est plus petit. Vous parlez du mode d'élection ou de la transparence? Le tout. D'accord. Le tout. Bon, on espère que c'est quand même un petit peu moins grave que ce qu'on a pu voir du côté de la FIFA, que le FBI ne va pas débarquer du côté de la FIFA. Peut-être pas dans le délire non plus. C'est parce que non, effectivement, il y a eu quelques histoires avec des billets de Roland Garros qui ont été survendus, échangés, machin, sous le manteau, que tout d'un coup, on est avec la CIA. Non, mais entre l'opacité et le fait que on reste comme ça entre soi, c'est quelques petites passerelles peut-être. C'est pour ça que c'est toujours les mêmes réflexions sur les réseaux sociaux. On peut s'en rendre compte, on en parlait tous les deux avant de... c'est de toute façon, vous êtes tous que des menteurs, vous êtes tous que des bandits, vous êtes là que pour vous mettre du fric dans les poches, le tennis vous intéresse pas. Mais c'est pour ça peut-être que l'image d'un candidat avocat peut peut-être éventuellement faire évoluer les mentalités. Peut-être, mais il y a du boulot. Moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est ce qui est très, très problématique, ce que je trouve assez grave, c'est que ces gens-là qui enfreignent les règles nuisent aussi à l'image des autres dirigeants, la majorité, l'énorme majorité, qui sont des bénévoles, qui consacrent du temps à leur club, qui consacrent du temps aux jeunes, etc. Et eux-mêmes souffrent de ça parce qu'en fait, on les associe aux autres dirigeants qui ne respectent pas les règles. Et ça, c'est un vrai problème.
On l'imagine. On parle tennis sur le terrain. Juste après la minute de l'info, on a fait le tour des élections à la FFT. On a essayé de vous présenter cet enjeu important du tennis français de façon la plus complète possible. On va donc s'intéresser à présent à la petite balle jaune sur le terrain, juste après la minute de l'info. À tout de suite. De retour pour l'Access 365, toujours en compagnie de Grégory Massard, de Benoît Melin et avec notre invité Alexis Gambla. On va parler à présent de ce France-Canada qui se profile. Ça vous fait... Non ? Profil, comment ça il se profile? Il se On est en profile. plein dedans là. Il se profile, il n'a pas commencé a priori. Mais si, ça a Avec le commencé. décalage horaire, je crois que ça a commencé. Ça n'a pas commencé. En revanche, on en sait un petit peu plus, puisque le tirage au sort a eu lieu il y a quelques instants. C'est tout chaud, on vous le fait découvrir. Pas vraiment de surprise, Benoît, par rapport à ce qu'on attendait, à ce qu'on avait entendu. Vous étiez où ces derniers jours, Benoît? Moi je suis Vous regardiez, surpris. Moi, vous regardiez pas l'Access alors? je peux vous dire Parce que que ça, je on suis l'a surpris. dit, on avait Maxime Gras, notre envoyé spécial du côté de la Guadeloupe, que l'on aura d'ici une dizaine de minutes. Le Max. Le Max qui est en Guadeloupe, nous annonçait déjà dès lundi, non pas l'ordre, évidemment, puisque c'est un tirage au sort, mais la présence de mon fils et de Simon pour les simples. Le vendredi. Lundi. Lundi nous le disait. Oui, il nous Que disait que... Simon oui. jouerait vendredi. Oui. Ah bah alors là c'est fort. Parce que moi ça me surprend. Ah oui. Mais Mais c'est ce qu'il tant disait, mieux, c'était hein. la grosse tendance et que ça se présentait comme ça. Donc ça vous surprend, Benoît? Perso, Oui. puisque soyons capitaines comme au foot, hein, on a le droit évidemment, d'être capitaine sélectionneur, aussi. ouais. Mais je n'aurais pas fait jouer Gilles Simon. Mais après, Pourquoi donc? Parce que les conditions climatiques sont très très dures là-bas. La terre battue va être Dur, certainement... c'est-à-dire la chaleur? Ouais, mais tropical, hein, Ouais, c'est ouais. le truc étouffant, tu Très, peux pas très humide, respirer. ouais. Bon, on sait qu'il est résistant, mais Pospisil aussi, attention, celui-là c'est une tige toute maigre, il peut J'ai- tenir des heures. Gimon Pospisil en confrontation, c'est un partout avec un Simon qui vient de le Bon, battre. après, ça dépend des surfaces aussi. Qui vient de le battre, voilà. alors, C'était pas du tout les mêmes surfaces. Les hein. confrontations, puis Mais- c'était en 2-7 gagnants, c'était pas Ouais, du ouais. 3-7 gagnants. Greg, t'es Non, mais là, sur Terre, c'est une première. Mais toujours est-il que voilà, on va avoir des conditions dures. Tous les deux sont très résistants. Mhm. En revanche, c'est quand même une terre battue qui va être lourde parce qu'on annonce des averses Évidemment. qui vont être de l'ordre du tropical facile. Donc cette terre battue, va falloir faire avancer la balle, des balles qui vont être un peu lourdes. Et j'aurais pas mis Gilles Simon dans l'histoire. Parce que Gilles Simon, pour moi, ne fait pas peur dans l'absolu à Pospisil. C'est quelqu'un qui vous fait cavaler, qui vous fait un petit peu gamberger, mais qui vous fait pas peur. Donc si jamais vous l'accrochez, Pospisil va se mettre dans le match et va y croire. Alors que s'il avait joué contre un mon fils qui va être en fusion avec le public, ou un de son gars qui va lui rentrer dans le corps, ben, j'aurais trouvé ça plus logique. Alexis, un commentaire sur cette sélection Moi, et ces choix de Yannick Noah? Oui, moi je pense que c'est des bons choix. De toute façon, ils toute façon. se valent tous à peu près, même sur terre battue, parce que Gilles, sur terre, il a quand même eu des très bons résultats. Il a quand même gagné un Master 500 sur terre il y a 2 ou 3 ans. En Bourg, en battant Almagro en finale. Donc je trouve souvent on pense que Gilles n'est pas un joueur de terre. Moi je pense que c'est quand même un très bon joueur de terre. Il a fait 8e à Roland-Garros. Voilà. Et sur une terre effectivement assez lourde, je pense qu'un joueur comme Vasek Pospisil va aussi avoir du mal, puisque lui, il aime les filières courtes. Je pense que Gilles va réussir à l'emmener sur des longs échanges, comme il aime à le faire. Et que moi, mon pronostic, c'est qu'on aura peut-être un premier set un peu serré, etc. Et puis ensuite, Gilles va commencer à fatiguer son adversaire physiquement et il va s'imposer pour moi en 3-7. On l'espère. C'est un choix, Benoît, plutôt de forme du moment, de surface, je sais pas, de caractère également peut-être, ou c'est un petit peu un mix de tout ça? Je ne sais pas, parce qu'en fait, Yannick Noah a été très très clair dès le départ, hein, quand il a commencé à aller voir. Il leur a dit, voilà, je veux vous responsabiliser, vraiment vous, tous les quatre, là, les fameux C'est quatre vrai que c'est mousquetaires. là. son grand message. Hein, ouais. C'est-à-dire que... C'est la première fois, non, qu'ils sont réunis. Ouais. Les il quatre, semble, ouais. hein. Qui sont... Enfin, qui Qui vont sont jouer- avec qui vont le jouer- maillot ensemble. Qui vont jouer tous Voilà. les quatre. Ils sont déjà retrouvés Tiens, en ensemble. parlant de maillot, regardez, j'en ai un là. Hop, c'est celui que Richard Gasquet portera. Bah, il est pas. Pas mal, Bah, en tout cas, bien, hein. il y a du samedi, effectivement, il y a J'aime du bleu, blanc, rouge. Voilà. C'est la France. Il est très beau. Vous l'aimez bien? Ouais. Il y a le petit Mais bandeau aussi. voilà, il veut faire en sorte que si vous avez un projet commun, que vous voulez vraiment la gagner, cette Coupe Davis, bah montrez-le. Puisque jusqu'à présent, il y a eu des fois où apparemment c'était pas chaud là, au niveau de l'ambiance, où ça se tirait un peu dans les papates. Donc, ils ont discuté, soi-disant, tous ensemble, les yeux dans les yeux, et le Noah a dit que c'était très très bien, Mhm. que tout le monde a vidé son sac. Ouais. Très bien. Donc allons-y, partons sur des bonnes bases. Et si ces quatre gars-là sont capables de jouer ensemble, bien évidemment qu'on peut la gagner, cette Coupe Davis, et qu'on doit la gagner. Parce que personne, aucune nation n'a 4 joueurs parmi les 20 joueurs mondiaux, voire 5, puisqu'on avait Ouais. Benoît Paire il n'y a pas longtemps. Donc si on veut, on peut se balader sur une rencontre Ouais. de Coupe Davis. Bah, Mais après, se balader, après, c'est quand même un format qui privilégie les top players, les 3-4 top players. C'est-à-dire que même si on a 5 joueurs dans le top 20,
face Ouais, à mais- Murray, face à Djokovic, on prend déjà 2 défaites. Quoi, hein. Heureusement, Donc, c'est l'incertitude du et, sport. et pour peu qu'ils jouent le double, comme ça a souvent été le cas face à la Ouais. France, Toujours est-il qu'on non. peut gagner cette Coupe Davis, c'est sûr et certain. Alexis, on peut la gagner, on va la gagner. Bien sûr qu'on peut la gagner, j'espère qu'on va la gagner. Mais effectivement, selon le tableau qu'on a, selon les résultats qu'il va y avoir ce week-end et les autres week-ends, effectivement, on peut se retrouver quand même face à des équipes qui sont fortes. L'année dernière, on a presque dit que c'était un scandale de perdre le double contre les deux Murray. On voit que Jamie Murray, il a fait finale à l'US Open en double, il a vainqueur en Australie, donc c'est pas un mauvais joueur de double, avec évidemment Andy Murray qui a une des meilleures mains du circuit. Aujourd'hui, pour moi, la Grande-Bretagne, si on rejoue contre eux, on n'est toujours pas favori. Hein. Je veux dire, si on joue contre eux, c'est en finale, du coup, hein, si Ouais. je vois bien. Voilà, justement, on vous a préparé donc le Oui, tableau normalement, c'est actuel. l'Allemagne ou la République tchèque. On les après. reçoit Alors, en demi. là voilà, donc la République tchèque, ça sera à l'extérieur. Et Ah. en revanche, l'Allemagne, ça sera à domicile. Oui. Après, est-ce que Thomas Berdych jouera, vu que c'est une année de Jeux Olympiques, Ouais. donc c'est une rencontre qui aurait lieu après Wimbledon. C'est là où ça peut être juste intéressant, avant les d'ailleurs, Jeux hein, cette Enfin, année, Voilà, enfin, il y a des points d'interrogation partout. Qu'est-ce qui va se passer entre l'Australie et les États-Unis avec Jim Courier qui en a marre de perdre au premier tour, avec les Australiens qui n'ont pas Kyrgios, donc Hewitt, capitaine, se met en tant que joueur, la Belgique qui joue la Croatie, on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, et il faut en profiter de cette Coupe Davis Ouais. parce que logiquement, je pense que dans 2 ans, elle n'existe plus dans ce format-là. Donc Ouais. Oui, dans ce format-là, ouais. autant qu'on la gagne encore sous ce format-là pour qu'elle ait une véritable petite valeur, dernière, parce ouais. qu'après, ce sera complètement différent. Ouais, sans compter que la Suisse va arrêter également de la jouer également à fond depuis qu'ils l'ont gagnée. On a bien compris que c'était plus. La Suisse, là, normalement, c'est l'Italie qui passe. Hein. C'est en Non, mais Italie. c'est vrai que quand on met tout ça bout à bout, on se dit bon, il y a peut-être un coup à faire comme cette année. Ouais, l'Argentine joue en Pologne sur un cours, je ne sais même pas si c'est homologable, un cours comme ça. La Serbie, bon, apparemment, il y a Novak qui va jouer. C'est que des points d'interrogation partout, hein, dans l'absolu, sauf chez nous. Effectivement. Bon, en tout cas, on a un atout quand même, Quel effectivement. optimisme. Non, mais on a un atout pour la remporter, cette coupe. Effectivement, c'est les forces en présence du côté de l'équipe de France. On va dresser le bilan en simple de nos mousquetaires, puisque Benoît le rappelait fort justement. Il y a quand même peu d'équipes qui peuvent se targuer d'avoir des joueurs, autant de joueurs, j'ai envie de dire. Alors, effectivement, on n'a pas de membres du Big Four là-dedans, mais quand même, on a quand même au moins 4 très bons joueurs qui devraient nous permettre d'aller au bout. C'est en Et simple, voilà, c'est en ça, simple. c'est leur bilan en simple en Coupe Davis. Bon. Alors, on l'avait vu tout à l'heure. Le Gaël Monfils, c'est 2 défaites. C'est deux Mais Ah ouais. 12 victoires pour 2 Ah ouais. défaites, effectivement. C'est la première année, en fait, quand il avait été sélectionné, qu'il avait porté le maillot de l'équipe de France. Il avait dit, ouais, nos problèmes, de la rigolade. Et justement, quand il a eu ce maillot sur les épaules, il était tellement tétanisé qu'il a perdu son premier match d'ouverture. Mais après, voilà, c'est un joueur qui adore ça. C'est un joueur de club par excellence, comme Richard Gasquet, d'ailleurs, qui adore les rencontres en club. Enfin, tous, hein, de toute façon, il les joue, ces rencontres en club, en permanence. Vous ne les voyez pas à la télé, mais ils le font. Tsonga, voilà, on sait très bien que le Tsonga, apparemment, à la Coupe Davis, il en est parfaitement conscient. Si un jour il doit gagner un gros titre, c'est ça, quoi. Donc, il est comme un dingue là-dessus. Et puis Gilles Simon, beaucoup de mal au départ. Un petit D'où les peu 11 comme défaites. Élisée Cornet, j'ai envie de dire. Il n'arrivait pas du tout à jouer dans ce genre de format-là. Et puis petit à petit, il s'y met. Ouais, moi, je ne serais pas trop sévère avec Gilles parce que quand on regarde bien les matchs qu'on l'a envoyé jouer, c'était pas évident. Et puis Gilles, il a toujours été là, il a toujours répondu présent, même quand théoriquement c'était pas lui qui devait jouer au départ, on l'a envoyé. En Argentine, c'était pas lui, il répond présent. Je veux dire, dans ces 11 défaites, je ne dis pas que toutes sont normales, mais il y en a quand même quelques-unes où c'était compliqué Qu'il a pris pour lui. pour les autres, quoi. Oui, On peut le dire comme ça. On le sait, l'un des enjeux évidemment de ce match, ce sera le double, même si ce sera peut-être un petit peu moins le cas là face au Canada, mais on sait que le double c'est souvent crucial évidemment en Coupe Davis. Il y a ce choix très fort donc d'installer Tsonga Gasquet. Alexis, est-ce que c'est un choix qui peut être un choix d'ailleurs sur la durée? Est-ce qu'il faut se dire, tiens, notre paire de double, désormais, c'est Tsonga Gasquet? On voit leur bilan, bon, ils sont pour l'instant invaincus, mais ils ont joué avec 2 matchs. Oui, ils ont fait 2 bons matchs, notamment ils ont battu les Tchèques, mais bon, Stepanek, de mémoire, Stepanek était un peu blessé sur ce double. Mais bon, de toute façon, dans l'absolu, Tsonga Gasquet, ils ont les armes pour constituer un super double. Donc je pense que ça, c'est une bonne chose. Par contre,
Je sais que Noah leur a demandé de jouer ensemble le double sur l'année et ils ne le font pas. Alors, ils ne l'ont pas fait là aussi parce que Gasquet était blessé tout le début de saison. Moi, j'espère que, ça voudrait dire que vraiment il y a une implication pour cette Coupe Davis. J'espère que là, entre ce premier tour et le deuxième tour, parce que je pense quand même qu'on va aller au deuxième tour, qu'ils vont jouer le double ensemble pour avoir des automatismes, pour être habitués à jouer ensemble. On sait que c'est quand même très important en double. Chose qu'ils n'ont jamais faite. Ouais. Hein, Est-ce que ça peut être le rôle d'ailleurs Forger avait demandé, Clément a demandé. Ouais. Est-ce que ça peut d'ailleurs être le rôle d'un président, justement, au moment de se mêler un peu de ça, de mettre un petit peu la pression en disant bon, Ah non, tu non, attends. non. T'as un capitaine de nommer, c'est au Ouais, capitaine. mais si le capitaine n'est pas écouté. Ah bah ouais, mais alors tu nommes pas ce capitaine-là, non. Je sais pas, on verra. Non, Si non, Yannick n'est pas écouté, je ne sais pas ce qu'on va faire là. Non, si tu as l'intervention du politique de l'extérieur qui commence à donner ses directives, là on s'en sort plus, quoi. Alexis, d'accord avec Ouais, ça? non, Faut que ça reste. je suis d'accord. Aujourd'hui, on fait confiance à Yannick. On a pris justement Yannick parce qu'on a dit qu'il va avoir l'écoute des joueurs, peut-être un peu plus qu'Arnaud. Il va savoir imposer son autorité naturelle. Si Yannick leur demande de jouer ensemble, on peut espérer qu'ils vont le faire. On peut espérer, effectivement. Il y a quand même un absent dans ce France-Canada, c'est Milos Raonic. Est-ce que ça peut avoir un impact psychologique négatif pour les Français avec un excès de confiance? Ou l'inverse, est-ce que ça va créer une perte de confiance pour les Canadiens? Enfin, quel impact ça peut avoir Impact de que dalle, il va falloir faire. J'en ai marre de ces trucs là où on tourne autour du pot en disant ouais, mais l'impact psychologique, ils vont être trop surconfiants. Souvent, les Français, ils ont un excès de confiance dans ces cas-là. Ils n'ont pas un excès de confiance, ils ont Alors, c'est l'habitude. quoi, pourquoi Ils ont tous 28, qu'est-ce qui va se 29 passer ou alors, 30 Benoît balais, ils ont suffisamment d'expérience pour gérer ce genre de trucs. C'est pas parce que Raonic n'est pas là que ça y est, les gars, on va tous les massacrer. Ils sont concentrés sur leur boulot. Leur boulot, quel que soit l'adversaire, c'est d'arriver sur le court prêt pour jouer pendant 5 heures, 6 heures s'il le faut, en jouant leur tennis, avec un capitaine sur la chaise qui peut les orienter tactiquement si jamais ils se perdent, ou même au niveau de l'ambiance, parce que ça risque quand même d'être un peu chaud l'histoire. Mais toujours est-il que Raonic ou pas Raonic, on est largement au-dessus de cette équipe du Canada. On a les forces suffisantes, que ce soit en simple ou en double, pour les battre. Donc, j'ai presque envie de dire que si Noah a un plan de bataille dans cette histoire pour faire en sorte que ce soit vraiment la fête là-bas, c'est 3-0 samedi soir et pas un set de perdu. Là, ok les gars, on s'est positionné, on fait peur à tout le monde, on est ensemble, on est intouchables. C'est ça le sera pas message. une victoire par rabais du fait de l'absence. Mais non, à aucun moment. Mais ça existe tout le temps en Coupe Davis. Même en foot, vous avez des fois des pauvres matchs parce qu'on vous a mis l'équipe B. Et c'est pas pour ça que tout d'un coup, c'est pas un match de foot. Oui, surtout que 2 mois après, on oublie. Et en plus, on l'oublie. On oublie les circonstances, Ah, évidemment. Tu vois, tu m'as énervé là. Non, mais c'était le but. Bon, je vous l'avais promis, messieurs, on va partir direction la Guadeloupe. On retire peut-être nos vestes, non? Parce qu'il fait peut-être chaud là-bas, non? On garde les vestes? On garde les vestes. On garde les vestes. Nous, on garde les vestes, mais en revanche, Maxime Gras, notre envoyé spécial en Guadeloupe, donc lui, a tombé la veste. Bonsoir Maxime, ou bonjour pour vous. Et où? Salut messieurs, vous m'entendez bien? Oui, on entend parfaitement. Oui, effectivement, c'est le polo qui était de rigueur dans cet auditorium du mémorial acté. C'est là où se déroulait le mémorial qui a été inauguré au printemps dernier par le président François Hollande, président de la République, qui a été inauguré donc, au printemps dernier, qui s'est déroulé ce tirage au sort juste derrière moi, qui s'est terminé il y a une grosse demi-heure maintenant. Maxime, juste un mot, parce qu'on en parlait tout à l'heure de ces conditions climatiques. Comment est-ce que ça évolue? Est-ce qu'il faut s'attendre effectivement à un temps très chaud et puis des averses incessantes ou en tout cas imprévisibles? Eh bien, écoute, je vais te parler très concrètement, David. On était au pool TV tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a été recueillir les sentiments des protagonistes français et canadiens, et on a eu une grosse averse qui nous a obligés à revenir à l'intérieur de ce site. Ça dit long, effectivement, sur les risques que cette rencontre soit entravée par la pluie, et notamment les matchs de demain qui devraient s'étirer forcément plus longtemps que le double. À la mi-journée, il a plu, depuis qu'on est là, à savoir en début de semaine. Maxime, tu m'entends ou pas? Bien sûr. Max, est-ce qu'ils ont prévu de l'éclairage sur les cours? Sur le cours? Non. Non, je te réponds par la négative. Effectivement, il n'y en a pas d'éclairage prévu sur ce cours central. Il faudra compter sur les plages diurnes, donc. Mais il fait nuit tôt, non? À 11h. Alors, le coucher du soleil, 18h30, en sachant qu'on n'a jamais eu une soirée claire depuis qu'on est arrivé. On va dire qu'à 17h30, 17h45, la luminosité est à peu près celle de Roland Garros à 20h45, 21h. Pour parler à Benoît, pour qu'il s'imagine un petit peu, ce qui veut dire qu'on pourra définitivement ne pas avoir plus de 8 heures d'autonomie sur ce cours impensable.
Ça ne fera pas ça de toute façon. Oui, on l'espère. Donc il vaut mieux gagner sans avoir un set perdu. On est d'accord. Maxime, on le disait, l'actu chaude, évidemment, c'est ce tirage au sort. Tu nous racontes un petit peu comment ça s'est passé et comment tu as trouvé notamment Yannick Noah. Eh bien, écoute, on va commencer par la première question. Ce tirage au sort, c'est quelque chose d'assez simple finalement. À partir du moment où on connaît des staffs, des squads avant ce tirage au sort, on va aller chercher effectivement qui va jouer en premier. Yannick Noah avait décidé donc d'avoir en attelage en simple Gilles Simon et Gaël Monfils, mais ça vous en avez déjà parlé. C'est Gaël Monfils qui a été tiré au sort en premier, c'est lui qui ouvre donc les hostilités et c'était évidemment l'une des premières choses que l'on a demandé au Guadeloupéen qui va lancer cette rencontre dans un grand sourire. Il nous a répondu qu'il attendait évidemment ce moment avec impatience, qu'il espérait ne pas. Et Gilles Simon disait dans la foulée, il aurait pu faire les 4 matchs, je crois que le public guadeloupéen n'attend que lui. Et ça, évidemment, Alexis, c'est un élément important de cette rencontre. C'est un vrai symbole. Ouais. L'engouement populaire autour de l'équipe de France et autour de Gaël Monfils en particulier. Bien sûr, c'est un élément important. On a oublié les propos malheureux de Gaël. Oui, je pense qu'on a oublié. En tout cas, je pense qu'à la Guadeloupe, on a largement oublié. À mon avis, il va y avoir beaucoup d'engouement et de passion autour de Gaël. Quand on sait la façon dont il joue à Roland-Garros, à Bercy, simplement parce qu'il a le public français derrière lui, je crois que là, avec le public guadeloupéen, où il va y avoir 2 fois plus de passion, à mon avis, on va avoir un grand Gaël ce week-end. Maxime, Gaël, il est comment d'ailleurs? Il est impatient, il est chaud, ou est-ce qu'il est un petit peu anxieux, peut-être, j'allais dire presque stressé par l'événement? Écoutez, il est calme. En tout cas, il n'a rien laissé transparaître lui. En revanche, Yannick Noah, quelques minutes après, à notre micro, nous a quand même glissé qu'il ne savait pas qui de deux, lui, pour son retour comme capitaine ou de Gaël, serait le plus ému. Ça voulait dire quand même que, évidemment, devant son public, devant son papa, devant sa famille, je vous rappelle que sa petite sœur dispute actuellement la Coupe Davis des jeunes. Donc voilà, il l'a un petit peu conseillé cette semaine. Ça va être cette figure tutélaire un petit peu et cette attente du public guadeloupéen. Peut-être un frein, mais j'oserais le mais. On sait à quel point il est galvanisé par le fait de jouer devant son public, notamment à Roland-Garros. Je pense qu'il saura s'en servir dans ce match qui, de toute façon, semble tellement à sa portée que peut-être avec la crispation du début, il va peut-être être en difficulté ou alors va peut-être pas jouer à son meilleur niveau, mais avec le match aidant, le concours de ce public et une façon de se débrider aussi avec les conseils de Yannick Noah, il devra aller crescendo dans cette rencontre. C'est mon avis. On l'espère. Une petite dernière question, Max, une Greg petite dernière question pratique. Avec le décalage horaire, à quelle heure ça commence les matchs demain en France? 16h si la météo le permet, 11h heure locale. 11h, c'est pas trop le problème pour la pluie qui a plutôt tendance à apparaître aux alentours de 13h, 18h chez vous du côté de Paris et de la France. Et on sera évidemment devant nos postes de télévision pour suivre cette première victoire, on le souhaite, de l'équipe de France. Mais on sait que Gaël aime pas trop commencer tôt le matin. Pour lui, 11h, il dort encore à cette heure-là, non? Non, je dirais pas ça, mais en plus là, ça fait 10 jours qu'ils sont en stage commando, à mon avis, avec Yannick qui se réveille plutôt à 7h du matin, donc ça devrait pas poser de problème. Ça ne posera pas de problème, on va être optimiste et évidemment souhaiter une qualif de l'équipe de France face au Canada. Ça débute demain, évidemment, toutes les réactions dans les journaux d'information de Sport 365. Voilà, cette page tennis se termine. Merci beaucoup, Benoît Mélin. Quoi, c'était pas assez long? Non. Vous reviendrez. On devrait faire On en plus. fera une. C'est dans un an l'élection. Mais pendant qu'on écoutait Maxime, on voyait à l'image quand même Yannick Noah sur le coin du court, avec Gaël Monfils qui tape, Gilles Simon en face. Ça a quand même de la gueule. Ça a de la gueule, on est d'accord. Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir. On l'a attendu depuis des années et on est bien content d'avoir ce tableau-là pour l'équipe de France de Coupe Davis. Merci beaucoup, Alexis. Merci à vous. Et puis, bonne chance pour cette campagne, élection. ouais. Longue campagne. Longue campagne. À l'élection à la présidence de la Fédération française de tennis, peut-être effectivement avec Benoît Mélin dans vos valises. En colistier. Mais si, en colistier. Merci, au revoir également à Maxime Gras, que l'on retrouvera évidemment dans tous les journaux d'information de Sport 365. On marque une petite pause, on va parler football en compagnie d'Albert Cartier qui a qualifié Sochaux hier soir pour les demi-finales de la Coupe de France. A tout de suite.